Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La journée mondiale de la rage avec pour thème la rage tous pour un, une seule santé pour tous. À suivre dans cette édition le message du gouvernement formulé par le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Thiemoko Touré. À l'occasion de cette célébration, il appelle à la mutualisation des efforts pour lutter efficacement contre la maladie. À la tribune du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, les efforts fournis par le gouvernement en matière de politique menée pour la souveraineté alimentaire et les résultats qui en découlent ont été expliqués par le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture. On en parle également dans cette édition. Au Gabon, une double plainte déposée contre l'ex-couple présidentiel Ali et Sylvia Bongo. La première déposée contre Ali Bongo par le député de la majorité Bertrand Zibiya-Bégué pour traitement inhumain, coups et blessures lors de sa détention. La deuxième plainte, une procédure lancée à Libreville par 4 ONG contre l'épouse de l'ancien président Sylvia Bongo. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Un conseil des ministres se tient ce jeudi au palais présidentiel. Ce conseil des ministres est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous reviendrons assurément sur les grandes décisions de ce conseil des ministres dans nos prochaines éditions. En national, toujours des efforts conjoints pour bouter hors de nos frontières la rage. Voici l'essence du message du gouvernement formulé par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, ce 28 septembre, autour du thème suivant, la rage, tous pour un. Une seule santé pour tous. À l'instar de la Côte d'Ivoire, plusieurs pays célèbrent aujourd'hui la journée mondiale de la rage. Léon Brault. La rage, maladie transmissible principalement par les morsures de chiens infectés, encore problème de santé publique. L'Alliance mondiale pour la lutte contre cette pathologie veut pour preuve les décès causés par la rage en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Toutes les 9 minutes, une personne décède de rage dans le monde. À l'instar des autres pays d'Afrique, malheureusement, cette maladie reste toujours présente dans notre pays et au cours de cette année 2023, déjà 29 personnes en sont mortes. Les enfants restent les plus exposés à la rage, maladie pourtant évitable. Le gouvernement saisit l'occasion de cette journée pour exhorter aux efforts conjoints. Je nous exhorte tous à faire vacciner nos chiens et bien sûr nos animaux de compagnie afin de les protéger, mais protéger davantage nos familles et nos voisins. Veiller au bien-être de nos animaux de compagnie en les nourrissant et en les soignant correctement. Nettoyer soigneusement en cas de morsure la plaie avec de l'eau et du savon et consulter un médecin immédiatement. Conduire le chien mordeur auprès du service vétérinaire le plus proche. Signaler tout cas suspect de rage. Ainsi sera-t-il possible d'atteindre à l'horizon 2030 l'objectif de 0 décès humain dû à la rage. Dans ce sens, le gouvernement enregistre depuis 2018 déjà des résultats probants avec son plan intégré de lutte contre la rage. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la mise en œuvre de ce plan intégré a permis de gérer plus de 100 foyers de rage, la vaccination d'au moins 300 000 chiens et la prise en charge gratuite de plus de 1000 personnes contacts. C'est pour moi l'occasion de remercier tous nos partenaires et rappeler que nous avons encore besoin d'eux. Sera renforcé en effet le plan intégré de lutte contre la rage pour la vaccination annuelle de 70% des chiens. L'édition 2023 de la Journée mondiale de la lutte contre la rage a pour thème central la rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Et le message est simple et clair, faites vacciner vos animaux de compagnie. Les efforts fournis par le gouvernement en matière de politique menée pour la souveraineté alimentaire, les résultats qui en découlent ont été expliqués par le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture à la tribune du Centre d'information de communication gouvernementale, le CICG. C'était le mardi dernier. Les précisions de Léon Brault. Droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes durables découlant d'un système agricole et alimentaire propre à ces peuples. Voilà définit la politique de la souveraineté alimentaire, une politique mise en œuvre toujours selon l'invité du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, à travers le PNIA 2, la deuxième génération du programme d'investissement agricole. Avec ce programme, des résultats tangibles ont été atteints.
On peut noter l'augmentation du volume des productions agricoles, l'accroissement des revenus captés par les producteurs, la création de nombreux emplois, l'amélioration de la gouvernance des grandes filières agricoles. 5,1%, la hausse des productions agricoles avec, pour les céréales, une progression de 3,5% et 4,8% pour les tubercules et bananes plantains en 2022. Mais cette tendance haussière des productions vivrières, dans une Côte d'Ivoire qui produit la moitié de son besoin de consommation en riz, ne permet pas d'assurer la sécurité ou l'autosuffisance alimentaire. Sur la question, explication de l'expert. Ça dépend des habitudes alimentaires. Vous savez qu'aujourd'hui, le riz est consommé par toutes les... C'est ce qui fait que la demande est forte. Sinon, effectivement, nous encourageons bien entendu la consommation des autres denrées, comme la kéké, le maïs. Il faut arriver à moderniser l'outil de production pour qu'au fur et à mesure, nous puissions accroître la production. Et de préciser que le PNIA 2 n'a démarré qu'en 2020, l'expert indique que l'appropriation des projets de gouvernement garantirait l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Ces explications dans le cadre de Tout savoir sur une tribune du CICG pour informer et sensibiliser sur l'action gouvernementale. La société civile et les chefs de communauté ont été formés à intégrer la protection de l'environnement dans leur quotidien. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite également à une procréation responsable. Didier Nguessan. Trouver un équilibre entre la population et l'environnement. Travailler à l'épanouissement du premier tout en préservant le second. Cet atelier vise à renforcer les capacités techniques des décideurs en vue de déployer un outil dénommé SMART. Le plaidoyer SMART est un plaidoyer qui consiste à un renforcement des capacités des populations d'abord, à leur permettre de mieux percevoir le problème et de les aider à pouvoir mieux adresser ces problèmes-là aux décideurs. Donc il va consister également à pouvoir mieux collecter des données, donc des preuves du plaidoyer qu'ils veulent adresser. L'impact du changement climatique sur la Côte d'Ivoire est estimé selon la Banque mondiale entre 280 et 770 milliards de francs CFA de perte d'ici à 2040. L'implémentation de l'outil SMART contribuera, selon les organisateurs, à atténuer les effets du changement climatique. Cet atelier, c'est la maîtrise d'un outil SMART qui va nous permettre de, non seulement quand on veut avoir des enfants, de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour les entretenir, pour leur permettre d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, pour ne pas qu'ils soient dépendants. Un père doit être un père responsable. À travers cet atelier, c'est ce que nous voulons inculquer. Un plan de plaidoyer et une stratégie seront déployés d'ici à 1 an sur le territoire national. Madame, monsieur, on peut désormais le compter au nombre des sites qui suscitent la curiosité des uns et des autres. Reliant les communes de Cocodié du Plateau, le pont Alassane Ouattara continue de recevoir du monde depuis sa mise en service. En famille, entre amis ou en solo, les visiteurs de l'ouvrage ne manquent pas une occasion d'aller le découvrir sous ses différentes facettes. De jour comme de nuit, l'engouement autour de l'ouvrage reste le même. La journée d'hier, fériée, a été mise à profit par les uns et les autres pour une énième découverte. Khalil Diomandé. Déjà 1 mois d'ancienneté, mais le pont Alassane Ouattara suscite toujours autant d'admiration. Les visiteurs sont venus de toutes les communes d'Abidjan ce jour férié pour contempler de plus près la beauté de l'ouvrage. La veille, une note du ministère de l'Entretien et de l'Équipement routier indiquait la fermeture du site à la circulation afin de faciliter les visites. Je crois que c'est une bonne décision parce que les jours ordinaires, avec les véhicules qui circulent, il y a tous des risques d'accident. Mais ce n'est pas la première fois, ça se fait dans d'autres pays. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Au moins les Ivoiriens pourront venir en toute quiétude visiter le pont. Je suis venue ici, dès que j'ai appris que le pont était ouvert, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de me promener avec mon fils, avec ma famille, prendre l'air et puis profiter de la vue, surtout depuis le pont, c'est absolument magnifique. En amoureux, en famille ou entre amis, enfants et adultes, chacun vient se faire sa propre expérience. Téléphone en main, les visiteurs s'offrent des clichés à volonté. Nous venons sur la demande de mes mamans qui ont tenu vraiment à visiter, à marcher aussi sur le pont.
On se croirait en France. Hein? On se croirait en France parce que vraiment derrière moi, c'est pas trop loin de la Tour Eiffel. Je suis venue énormément pour visiter le pont. Le pont est joli. Bravo à Papa Ado. Nous sommes fiers de lui. Le pont à Auban s'est aujourd'hui érigé en un véritable lieu touristique. Il accueille ce jour des personnes venues des villes de l'intérieur, mais aussi des pays de l'étranger. Bon, en tout cas, je viens de Tabou, je n'avais jamais vu, mais quand je suis venu, j'ai passé pour visiter. En tout cas, c'était propre, bien fait, tout et tout. Je suis content pour tout ce que le président fait pour le pays. Moi, je suis en vacances à Abidjan parce que ma femme est ivoirienne. Nous avons profité, n'est-ce pas, pour venir visiter ce pont, ce chef-d'œuvre. Honnêtement, je remercie beaucoup le gouvernement ivoirien avec le chef de file, le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, pour avoir pensé à donner ce cadeau, ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Là, nous avons pris presque 500 photos. Avoir ce genre d'ouvrage dans notre pays, ça nous inspire, nous, la jeunesse, à travailler, voilà, afin de réaliser plus que ça dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, j'invite tout le monde à se donner au travail, voilà. Dans une ambiance bon enfant, les visiteurs attendent impatiemment le coucher du soleil pour apprécier l'infrastructure dans toute sa splendeur avec ses haubans lumineux. Les forces de l'ordre restent en alerte pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà, quittant le pont Alassane Ouattara pour une ambiance de recueillement en religion, les fidèles musulmans de la ville aux 1000 mosquées, Bondoukou, ont également commémoré la naissance du prophète Mahomet à l'occasion du Mawloud. Au cours de cette commémoration, des prières ont été dites pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Hermaniania. Après la célébration dans la nuit du 26 septembre dans les quartiers de Kamagaya et de Guiminisso, les fidèles musulmans de Bondoukou se sont retrouvés ce 27 septembre à la mosquée du grand imam El Hadj Timité Soumaïla pour la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Le conférencier du jour, Oustaz Timité Ahmed, a d'abord indiqué que cette commémoration est une reconnaissance à Dieu pour ses multiples actions en faveur de l'humanité avant d'inviter les fidèles musulmans à mettre en pratique les actes de charité du prophète Mahomet pendant qu'il était encore sur terre. J'ai dit ce que le prophète a fait. D'abord sa naissance, ensuite le travail qu'il a fait. Et puis Dieu lui a donné des choses qu'il n'a pas données aux autres prophètes qui sont passés avant Mohamed. Les élus et cadres de Bondoukou étaient également présents à cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Tous sont venus renforcer leur foi. Tous les fils et filles de Bondoukou puissent, à l'occasion de cette fête de Mawloud, avoir la grâce d'Allah et qu'on puisse contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, le grand imam de Bondoukou, Timité Soumaïla, a dit une prière pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire, suivie de bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara. Et à Satama, Sokoro, dans le département de Dabakala, les fidèles musulmans ont commémoré le Mawloud, une activité marquant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet. Et cette nuit d'adoration fut l'occasion de prôner également la paix et l'unité. Reportage. Célébration du Maolid édition 2023 à la grande mosquée de Satama Sokoro, dans le département de Dabakala. Une rencontre religieuse qui commémore la naissance de Mahomet, prophète de l'islam. À travers des conférences, en présence des autorités locales, les fidèles musulmans ont toute la nuit revisité l'œuvre et la vie du prophète. Je profite de cette nuit de parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements que les musulmans ou la communauté peut acquis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'enseigner la paix. Il a demandé à la communauté musulmane d'être en paix avec soi-même, la paix avec son âme, la paix avec sa famille, la paix avec sa communauté, la paix avec son pays, notre patrie qui est la Côte d'Ivoire. L'imam central de la grande mosquée de Bouaké, Cheikh El Hadj Badiawari Touré, par ailleurs président du COSI du district de la vallée du Banama, appelle les fidèles musulmans à être des vecteurs de paix et de solidarité. Nous profitons de cette nuit sacrée pour prier pour la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara et l'ensemble de son gouvernement, afin qu'il élève très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. La commémoration de la naissance du prophète Mahomet a lieu dans une ambiance empreinte de spiritualité et de pure dévotion à Satama Sokoro. Cette fête est aussi un moment pour rappeler les nobles préceptes de l'islam et d'inviter les fidèles à revigorer leur foi tout en s'imprégnant des valeurs spirituelles de l'islam.
Reportage de Boubacar Silla, commenté pour vous par Soro Corona. Le Conseil d'État poursuit ses délibérations sur le contentieux électoral relatif au scrutin du 2 septembre dernier. L'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience. Mardi, la séance a porté sur l'examen de 17 requêtes formulées contre des candidats déclarés élus. Tous ces 17 recours ont été rejetés par le Conseil d'État car jugés irrecevables et mal fondés. Le point avec Konaté Moussa. Contentieux électoral municipal et régional. Tous les recours soumis à examen ce mardi 26 septembre sont rejetés par le Conseil d'État. L'institution juridique s'est réunie pour sa deuxième audience afin de statuer sur 17 requêtes formulées contre des candidats déclarés élus par la CEI à l'issue du scrutin du 2 septembre. Au nombre des 17 requêtes jugées recevables et mal fondées selon le Conseil d'État, 4 régions sont concernées, à savoir la Niébi-Tiassa, le Gontougou, le Go, le Boclé avec 2 recours enregistrés et 10 communes que sont San Pedro, Danané avec 2 requêtes enregistrées, Agnibi-Lekrou, Grand Laou, Koro, Korogo, Zenoula avec 2 requêtes formulées, Toumodi, Agboville et Abobo. La prochaine audience du Conseil d'État pour délibérer sur les recours adressés par des candidats en lice pour les élections municipales et régionales est prévue le jeudi 28 septembre prochain. Et ce 28 septembre marque également la journée internationale de l'accès universel à l'information en Côte d'Ivoire. La commission d'accès à l'information d'intérêt public créée en 2013 a aujourd'hui 10 ans d'existence. En 10 ans, quel bilan et quelles actions améliorer pour l'atteinte des objectifs fixés? Le point dans ce dossier de Sidonie Davila. Son rôle est de faciliter l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La KIDP a été établie en 2013. Pour accomplir sa mission, elle utilise un système de pointe entièrement numérisé. La vision du président est de procéder à la digitalisation du processus d'accès à l'information, à savoir la collecte, la conservation et la diffusion des informations et documents détenus par les administrations. Concrètement, cette activité va consister à parcourir l'ensemble des sites web des organismes publics afin d'en évaluer le contenu pour le citoyen, le tout sur la base d'un document que nous appelons la typologie des documents à diffuser de façon proactive. Face aux défis divers qui s'imposent à elle, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics reste cependant déterminée à améliorer l'accès à l'information pour tous les citoyens avec une procédure de plus en plus simple, surtout efficace. La première chose, c'est d'identifier la personne au sein de l'administration qui va recevoir, qui va traiter et qui va répondre à la demande d'information ou de documents. Une fois cette personne identifiée, on va adresser à son attention une requête écrite dans laquelle on va décliner notre identité, notre qualité, et on va préciser le plus possible le document ou l'information que l'on souhaite obtenir. L'accès à l'information, quel qu'en soit le domaine, procède d'une demande gratuite. Pour mieux comprendre ces objets, son fonctionnement et propager l'utilité, la KIDP a décidé d'adopter un plan stratégique. Conformément à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire aux objectifs de développement durable, ODD, qui garantit l'accès public à l'information. L'engagement de l'État également de Côte d'Ivoire au programme MCC à travers l'indicateur Liberté de l'information qui mesure l'engagement de l'État à faciliter le flux d'informations dans la société. Retenons que le 28 septembre est proclamée Journée internationale de l'accès universel à l'information. À l'occasion, la Commission fait l'inventaire de ses actions. La KIDP organise chaque année plusieurs activités de sensibilisation, de formation, pour faire connaître la loi et la commission. Les progrès accomplis par la KIDP sont notables, toutefois, du travail reste à faire. Nous avons imaginé une activité qui nous tient à cœur, la caravane de l'accès à l'information, où les agents de la KIDP vont au contact des populations et des administrations de l'intérieur du pays pour leur faire connaître cette volonté affichée du gouvernement d'ouvrir ces données et d'entrer véritablement dans cette question de redevabilité citoyenne. L'accès à l'information est un pilier essentiel de la transparence gouvernementale. La KIDP se donne le défi de promouvoir cet accès à tout citoyen. Le droit d'accès à l'information est un levier, extraordinaire qui permet de lutter contre la corruption. Le droit d'accès à l'information
permet plus de transparence au sein des administrations. La KIDP est composée d'agents expérimentés et dévoués. Une équipe qui, depuis 10 ans, s'est engagée à faire respecter le droit à l'information. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, la KIDP, se positionne déjà comme un outil nécessaire, une sorte de boussole pour l'action gouvernementale, en plus d'être un moyen de lutte efficace contre la corruption et bien d'autres mots. À 10 ans de la KIDP, quel bilan? Un dossier signé Sidonie Davila du service politique de la rédaction de RTI 1. Le secteur de la presse écrite connaît quelques souffrances. À l'ère des réseaux sociaux, l'on enregistre de moins en moins de lecteurs. On parle d'ailleurs de la crise du lectorat. Entre autres conséquences, une chute des recettes publicitaires. Le ministère de tutelle est en quête de solutions durables en vue d'accompagner le secteur qui contribue à consolider la démocratie. Une étude vient d'être lancée à cet effet. Les précisions de Didier Nguessan. Cartographier à 360 degrés le secteur de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Il s'agira de questionner les problématiques qui fragilisent le secteur et y apporter des pistes de solutions structurelles sur tout l'écosystème, des éditeurs aux lecteurs, en passant par les rédactions, les imprimeurs et les distributeurs. L'étude, qui va durer 3 mois, est financée par l'Union européenne. Il y aura évidemment plusieurs approches. Une approche importante, c'est évidemment de voir comment s'effectue la gestion et comment on peut l'améliorer. Tout ce qui concerne aussi évidemment la révolution numérique, comment on fait de l'information sur Internet, comment la presse écrite peut se saisir d'Internet pour avoir des contenus qui à terme lui fournissent des recettes. On a décidé de financer, de lancer cette étude avec les ministères, de comprendre mieux quelle pourrait être la viabilité de la presse écrite et quelles pourraient être les perspectives de développement de la presse écrite. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, lance officiellement l'étude qui devrait, selon lui, contribuer à rendre plus viables les médias tout en garantissant leur indépendance. Il était important de bien comprendre tout l'écosystème de la presse qui prend en compte les imprimeurs, les éditeurs, les distributeurs et pourquoi pas les lecteurs qui sont les consommateurs et même aussi les journalistes. D'où la nécessité de cette étude qui pourra permettre de mieux dimensionner l'aide que l'État pourrait apporter. Il ne s'agit pas pour l'État de mettre la presse sous perfusion, ce qui remettrait en cause son indépendance à laquelle nous sommes attachés, mais plutôt de voir comment est-ce que cette aide peut permettre à la presse d'être viable. Les résultats de cette étude sont attendus pour mi-décembre 2023. Et à la une de l'actualité également, ce communiqué qui émane du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance des élèves, des parents d'élèves et de la communauté éducative qu'à l'issue de l'expiration du délai requis pour des inscriptions en ligne des élèves des lycées et collèges de l'enseignement général au titre de l'année scolaire 2023-2024, qu'une ouverture exceptionnelle de la plateforme sera faite du 1er au 9 octobre 2023, inclut délai de rigueur. Le ministère invite les élèves retardataires à procéder à leur inscription durant cette période. Aucune inscription ne sera possible après le 9 octobre 2023 au titre de l'année scolaire en cours. Madame, Monsieur, nous voulons à présent vous parler d'une histoire, celle d'Hélène et Didier, 2 personnages nés dans des conditions d'adultère. Reniés par leurs parents, ces 2 personnages vont grandir et lier leur destin dans une vie conjugale. C'est l'histoire que raconte une œuvre écrite par Jean-Gildas Didier Adjei, ambassadeur et pasteur au sein de la communauté de l'Église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Notre reporter Patricia Mouetia a assisté à la dédicace de l'œuvre intitulée « Les fruits inséparables de l'adultère ». Reportage. Les fruits inséparables de l'adultère. C'est le titre de l'œuvre de l'Ivoirien Jean-Gildas Didier Adjei. C'est une œuvre qui retrace une histoire d'amour à la fois époustouflante et rocambolesque de 2 personnages. Cette histoire nous parle d'Hélène et de Didier qui naissent dans les conditions difficiles de l'adultère de leurs parents respectifs. Fort de cela, Didier arrive à séduire Hélène et l'engrosse. Ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est qu'il ne faut pas blâmer les enfants adultérins,
c'est des personnes aussi qui peuvent devenir quelqu'un dans la société, comme Hélène et Didier, qui sont tous les deux des enfants adultérins, mais qui se sont fait une place au soleil. Ils ont fait preuve de résilience, preuve de persévérance pour être, on va dire, aujourd'hui des hauts cadres dans la société. L'auteur nous raconte une histoire riche en expérience pour le développement personnel. Au-delà de la précocité de leur vie conjugale, le jeune couple a fait montre d'une force psychologique pour braver les vicissitudes de la vie jusqu'à se faire une place au soleil. C'est quelque chose de beaucoup atypique parce que ça relate une vie qui aurait pu paraître assez fustigée, mais à la fin, on se retrouve devant deux personnalités qui ont réussi à accomplir leur vie. C'est une œuvre qui nous interpelle, nous en tant que parents, mais aussi tous les élèves, tous nos enfants, de faire attention. L'auteur le disait, de ne jamais avoir faim de ce qu'ils n'ont jamais mangé. Parce que quand l'amour intervient, on ne maîtrise plus ses effets sur nous. Ça nous impacte, ça peut nous faire gâcher notre avenir. Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Guibérois, l'auteur Jean-Gidas Didier Adjeyi est titulaire du bac F1 et d'un diplôme universitaire de technique option moteur et équipement motorisé à l'INPHB de Yamoussoukro. L'auteur œuvre en qualité d'ambassadeur et pasteur au sein de la communauté évangélique. Et l'histoire d'Hélène et Didier à découvrir dans cette œuvre, tout autre chose à présent, dans la vision de l'amélioration de l'offre hôtelière en Côte d'Ivoire. La Banque Ouest Africaine de Développement et une entreprise de la place qui exerce dans le milieu du tourisme ont procédé à la signature d'une convention. Cette convention porte sur la construction d'un hôtel 4 étoiles d'une capacité d'hébergement de 200 personnes. L'hôtel sera bâti sur 20 000 mètres carrés. Éric Goré. Plus de 200 emplois directs et indirects au thème de ce projet de construction d'un hôtel de haut standing qui vise à améliorer l'offre hôtelière de la Côte d'Ivoire. Pour réussir cet ambitieux projet, 9 milliards 200 millions décaissés par la Banque Ouest Africaine de Développement et mis à la disposition d'une structure qui excelle dans le domaine de l'hôtellerie. La directrice de cette entreprise bénéficiaire, Sinon Kafana, est consciente des nombreux défis qui l'attendent. Cette confiance que votre grande institution place en nous nous rassure dans notre vision et accroît notre espérance. Ce partenariat est la preuve de la solidarité de la zone UEMOA vis-à-vis du destin commun de nos États respectifs. Constitués à 100% d'associés ivoiriens, nous sommes fiers de contribuer au rayonnement touristique, économique et social de notre pays et ce partenariat y contribue fortement. Cet hôtel de 4 étoiles sera bâti sur 20 000 mètres carrés dans la commune de Makori-Biétri. Nous sommes très intéressés et nous avons tout de suite répondu positivement à cet appel pour plusieurs raisons. La première, c'est le secteur du tourisme, et ceci correspond parfaitement à l'idée que nous nous faisons et l'idée que nous partageons de la Côte d'Ivoire, ville et pays touristique. Infirmerie, supermarché, piscine, etc. pour respecter tout le confort et les normes. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui a procédé à la pose de la première pierre de ce projet ambitieux. Et dans l'actualité internationale au Gabon, cette double plainte déposée contre l'ex-couple présidentiel Ali et Sylvia Bongo. La plainte déposée contre Ali Bongo par le député de la majorité Bertrand Zibi Abégué qui avait démissionné devant Ali Bongo en 2016 avant d'être arrêté et passé 6 ans de détention. Il dénonce les conditions de sa détention et dépose plainte contre l'ex-président pour notamment coups et blessures, tortures et traitements inhumains. De leur côté, 4 ONG ont lancé une procédure à Libreville contre l'épouse de l'ancien président Sylvia Bongo. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.